Il est formateur si tu arrives à dépasser le truc qui te reconduit à chaque fois dans les mêmes mécanismes. T'as pas le droit de rire, hein. Encore un échec. C'est ça qui nous a mis dedans. Tu vois, se tromper, échouer, c'est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. C'est ça. Bonjour et bienvenue sur Les Inséparables podcast. Je suis Laurent, tatoueur sur Bastia et gérant du salon Imago, et je suis accompagné de Ludivine, alias Lulu Slash, et également gérante de notre salon Imago. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un sujet un peu particulier qui est le reflet, on va dire, de ce qu'on est aujourd'hui. C'est grâce à ça qu'on en est là aujourd'hui. On va parler un peu des échecs. Qu'est-ce qu'un échec ? C'est quoi pour toi un échec ? Pour moi, un échec, ça a jalonné, on va dire, un peu toute ma vie. Et en fait, ce sont des expériences, ce sont des objectifs que tu t'es fixés et que forcément tu n'as pas atteint. Oui, parce que forcément, il y a un obstacle. Il y a souvent des obstacles quand on cherche à atteindre un résultat. Et alors, qu'est-ce qui va faire la différence ? C'est ta capacité à surmonter l'obstacle et à atteindre ton résultat. Sauf qu'il y a quelques fois dans la vie, l'obstacle il est un peu trop important. Sur le moment même, il paraît insurmontable parce que tu as le mindset qui est pas ok, qui est pas en mode je vais y arriver, je vais déplacer des montagnes. Tout simplement parce que peut-être dans ta vie, c'est pas la bonne période pour arriver à atteindre ton objectif. Ou peut-être parce que tu es à un endroit où tu ne devais pas être, etc. Enfin voilà, c'est des expériences de vie qui font qu'à un moment donné, tu dois arriver à la fin d'un truc, et puis la fin de ce truc, c'est pas la fin que tu avais escompté, quoi. C'est plutôt la fin que la vie avait envie de te proposer. Et puis à toi de composer avec, et soit de le vivre de manière douloureuse, soit de l'encaisser pour pouvoir repartir plus fort sur un autre projet avec un autre objectif à atteindre. Est-ce que des fois, c'est pas l'entourage aussi qui nous mine et qui font qu'on peut éventuellement mal vivre un échec ? Ouais, clairement s'entourer, c'est très très important, surtout quand on entreprend des choses et qu'on est entrepreneur, qu'on veut lancer des business, etc. L'entourage, il est très très important parce que souvent l'entourage proche, les gens proches de nous, que ce soit la famille, que ce soit les amis proches, ils ont souvent, particulièrement en France, cette espèce de peur qu'ils projettent sur toi parce qu'eux ne se verraient pas faire ça, et du coup ils sont en train de te numérer tous les freins que tu pourrais avoir et de te dire mais de toute façon si tu fais ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, ne fais surtout pas ça parce que tu y arriveras pas. Et ça veut dire en fait que la personne elle projette sur toi. Moi je prends l'exemple, tu pourrais peut-être parler par exemple de ce que une de tes sœurs elle te disait quand tu voulais te lancer et être à ton compte, tu t'en rappelles ? Est-ce que je m'en rappelle ? Ce que je me souviens, c'est que j'ai une sœur qui est fonctionnaire et qui, elle, n'a pas du tout le même mindset que moi, et qui projetait que des catastrophes, et si, donc avec une vision très négative de l'entrepreneuriat. Et forcément, je pense aussi que finalement, c'était sa propre peur qu'elle projetait sur moi. Elle ne se verrait pas échouer, en fait. Voilà. Sauf que dans la vie, tu ne réussis pas toujours. C'est exactement ça, voilà, c'est ça que je te parlais. C'est certaines personnes qui ont, par exemple, tu dis que tu te lances à ton compte, tu sais pas de quoi les lendemains seront faits, c'est vrai ça, hein. Tu sais pas si tu vas gagner ta vie, tu sais pas si tu vas encaisser et tout. Il y a des gens, ça les met en panique ça, et du coup ces gens que ça met en panique, ils vont te regarder en te disant mais attends, mais comment tu vas faire si tu peux pas gagner ta vie. Et du coup cette énergie là, elle est pas bonne, et donc c'est pas à cause de ces gens là que tu vas échouer. Mais c'est à force d'entendre ce genre de voix-là que ça peut te pousser à prendre des mauvaises décisions le jour où l'obstacle se présente. Oui, tu l'as très bien dit, zone de panique, c'est quoi ? C'est quand tu sors de ta zone de confort, justement, tu atterris dans une zone de panique. Et donc là, il y a toute une excitation pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Ils comprendront ce que je dis, mais il y a cette adrénaline, ce truc-là qui fait que justement, on ne sait pas où on va. C'est la panique totale, mais
c'est porteur, c'est stimulant de ne pas savoir aussi où on va. Et là, je pense qu'on s'égare parce qu'on ne parle pas d'échec, mais peu importe, nous, en tant qu'entrepreneurs, on ne projette pas l'échec, on projette la réussite, on est généralement positif, enthousiaste et dans l'atteinte d'objectifs. Parce que si on projetait l'échec, peut-être on n'y irait pas. Mais finalement, forcément, il y a des obstacles, comme on disait tout à l'heure. On va avoir l'énergie, la force, le mindset, tout pour surmonter ça. Et là, souvent, tu as des gens qui t'admirent et qui te disent « Waouh, génial, vous êtes trop bon, vous arrivez toujours à rebondir, etc. » Et du coup, voilà, on surmonte l'échec parce qu'on a cette vision qui est plutôt positive, même de l'échec, parce qu'une fois que ça arrive, on le gère, on le gère et on se dit ok, on a fait des conneries, on a fait des bêtises, on le refera pas, quoi. Et c'est vraiment une forme d'apprentissage assez spéciale, mais en tout cas efficace. Là, c'est bien, tu as parlé de l'excitation de l'entrepreneur, etc. Mais moi, je voulais vraiment revenir sur le côté, parce que alors c'est bien de toujours avoir ce discours optimiste, etc. Sur le fait de rebondir après l'échec, mais moi je voulais vraiment qu'on mette la lumière sur le jour de l'échec ou le moment où l'échec qui se présente à toi. Et on va dire, et c'est là où il faut mettre en lumière la force que ça demande de pouvoir rebondir là-dessus, parce que il y a des échecs qui sont plus douloureux que d'autres, il y a des échecs qui font appel à des blessures que tu as de l'enfance, il y a des échecs qui font appel à plein de trucs, et certes tu peux avoir le discours, genre le mindset en mode ouais mais c'est bon, moi je vais me relever, je vais me relever. Bien profond pour pouvoir te relever, quoi, voilà. Et en fait, c'est de ce genre de truc-là que moi j'ai envie de parler, c'est cet échec-là qui fait que à un moment donné, ouais, tu vas vraiment te dépasser, mais dans la bonne direction et dans le bon sens pour pas avoir à reproduire la même chose tout le temps. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'on reproduit le même schéma régulièrement. Moi, c'est arrivé pendant mes 20 premières années d'actif, j'ai reproduit à peu près constamment le même échec, le même mode de fonctionnement qui m'a conduit forcément à chaque fois à lâcher le truc, quoi, tu vois. Mais ce même mode de fonctionnement, c'est ta zone de confort en fait. C'est là-dedans que tu te sens confortable. Ouais, parce que tu aperçois les symptômes d'un truc que tu connais déjà. Et tu te dis, oulala, soit je reste là et je vais en prendre plein la tronche, ou soit je fuis. Mais là, si tu fuis, en fait, pour moi, le fait de fuir, c'était de reproduire la même chose que ce que j'avais reproduit jusqu'avant. Voilà, donc du coup, c'est ce truc-là qu'il faut, en fait, l'échec, il faut qu'il soit... Il est formateur si tu arrives à dépasser le truc qui te reconduit à chaque fois dans les mêmes mécanismes, quoi. Est-ce que tu as envie de nous parler justement peut-être d'un échec Par exemple, je ne vais pas remonter trop loin, mais quand j'ai commencé à travailler, j'avais créé une première entreprise où je faisais du développement de sites internet, etc. Et je travaillais avec l'étranger, avec le Bangladesh, avec la Roumanie, etc. Tout à distance, quoi. Et j'avais créé une première société à l'époque, ça n'existait pas encore l'auto-entreprise. Et du coup, pourtant j'étais suivi par ce qu'on appelait une pépinière ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Mais je sais pas, j'étais jeune, je devais avoir 24, 25 ans. Et j'étais vraiment pas mûr pour ça. Et du coup, ouais, je suis resté même pas un an dans ce format-là parce que freelance dans ce genre de truc-là, ça voulait dire voilà, prendre ton sac, aller taper aux portes à 25 ans, aller voir les gens, leur dire écoutez, moi, pour votre communication web, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Les gens qui me connaissent bien, dont la personne juste en face de moi, elles savent très bien qu'à cette époque-là, c'était un costume qui était un peu trop grand pour moi, quoi. Voilà, moi, j'étais pas taillé pour ça, alors j'étais convaincu de l'être à l'époque, hein. Et du coup, voilà, ça a duré 1 an, et quand j'ai fermé la société, ça a été dur. Pourquoi ? Parce que j'ai dû aller au tribunal du commerce, sachant très bien que je savais exactement que c'était pas bien de fermer cette entreprise-là, mais alors le jour
du jugement au tribunal, le juge, il s'est comporté, on aurait dit que c'était pire que mon père, on aurait dit que c'était un patriarche, il m'a fait une espèce de morale. En fait, le message, quand je suis sorti du tribunal du commerce, c'est comme si le gars il m'avait dit bon, mais j'espère que ça te servira de leçon et que tu prendras un peu du plomb dans la tête et que la prochaine fois avant de te lancer, tu réfléchiras 2 fois parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie, etc. Donc en gros, le discours du juge, c'était vraiment rédhibitoire pour moi. C'est été un peu traumatisant parce que j'ai mis du temps avant de me dire je vais recréer une société, quoi. Je voulais absolument plus travailler à mon compte suite à cette audience chez le juge du tribunal du commerce de Salon de Provence. Tiens. Voilà. Et voilà, ça a été une première expérience qui était un peu traumatisante pour moi. Ça m'a pas enlevé le goût d'entreprendre, parce qu'après j'ai fait plein de choses. J'ai continué à... Donc finalement, tu as recréé une entreprise après ça quand même. Ouais, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, je suis allé travailler en CDI dans une société. À côté de ça, je t'ai aidé à créer un site internet avec ta sœur. Et après ça, j'ai aidé ta sœur à créer son propre site internet. Mais j'étais toujours salarié en même temps. Je voulais pas passer le cap d'être, on va dire, indépendant à 100%. En fait, il cumulait les jobs. Je cumulais les jobs, je faisais aussi le managing de moto en même temps. Je faisais le tour du monde avec les copains qui faisaient de la moto. Donc je négociais leurs contrats de prestations avec les différents organisateurs d'événements. Et du coup, je me déplaçais avec eux le week-end pour les accompagner parce qu'ils ne parlaient pas anglais. Et voilà, donc je faisais ça. La semaine, je rentrais, j'allais travailler. Quand j'étais salarié quelque part, parce que du coup, je ne durais pas très longtemps dans les emplois dans lesquels j'étais. Et à côté de ça, je faisais aussi le développement des sites internet pour Ludivine et pour sa sœur. Donc voilà, ça a été... Là, le frein que ça m'a mis, c'était tu ne pourras plus créer d'entreprise parce que l'autorité suprême, elle t'a dit ne crée pas d'entreprise parce que tu n'es pas capable. Voilà, c'était ça l'échec en fait. Voilà. Et ça a été un truc qu'il a fallu surmonter et que ça m'a mis du temps avant de me dire je vais y arriver. Et même quand je t'ai rejoint pour travailler sur le site de vente de motos en ligne, j'ai pas été entre guillemets patron. J'avais un statut de salarié, j'étais ton employé. Je voulais pas être le patron de la machine, quoi. Ça me faisait peur. Oui, d'ailleurs, cette société, elle a eu une durée de vie de 4 ans ou 4 ans et demi. Et moi aussi, je suis passée par la case liquidation, aller au tribunal, se justifier. Et moi, j'ai envie de rajouter à cette période-là, pour moi, ça a été un échec parce que on était tellement bien. Enfin, j'avais l'impression qu'on était super bien. On avait trouvé... on te sortait un salaire, on s'éclatait dans ce qu'on faisait. Donc on avait développé un site internet de vente en ligne d'équipements motocross et vêtements sportswear. Après ça, on a ouvert une boutique physique. Après, on se déplaçait aussi sur les courses de motocross et tout. Donc on avait énormément de stock. On est parti, on avait 1 000 €. Et à la fin, on faisait plus de 300 000 € de chiffre d'affaires à l'année, je crois. Ouais, c'était à peu près ça, 300 000 € de chiffre. Et par contre, on avait du stock, on vendait beaucoup, on avait une bonne image. Auprès des fournisseurs, on était souvent bien cotés parce que du coup, on passait à bloc de marchandises. Enfin, on avait construit un truc sympa, hein, et pareil, on avait fait le choix à l'époque d'arrêter parce qu'on avait fait une succession de mauvaises décisions. De mauvais choix parce qu'on faisait de l'équipement moto technique. Après on a voulu faire des habits. Les habits c'est compliqué parce que c'est des collections, il y en a 4 par an, il y a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, et à chaque fois il faut sortir des billets de 10 000 balles, on se retrouve avec des stocks de fous. Après il faut solder, tu te retrouves à vendre ce que tu avais acheté à un certain prix, du coup à le vendre le prix que tu l'as acheté, donc sans gagner d'argent. Tout ça pendant que les fournisseurs te disent il faut pas brader les prix. Donc c'était compliqué tout ça. Oui, en fait c'était le début d'Internet où on commençait à trouver tout ce qu'on vendait nous en boutique. On était petits revendeurs, mais tout ce qu'on trouvait, on trouvait la même marchandise en fait sur Internet et après cassé, quoi. Donc c'est ça qui nous a mis dedans.
Ouais, c'est le fait de ne pas avoir pris la décision de brader un peu plus les prix pour lâcher un peu plus les stocks. Après, derrière, on allait voir notre banque, le directeur qui nous disait non, mais là, vu les chiffres, je pense qu'il vaut mieux vous arrêter là et tout, tu vois. Donc, zéro encouragement ni des institutions, ni des proches, ni rien. Et je dirais même aussi les fournisseurs. Voilà, j'ai perdu le fil. Les fournisseurs, ils n'ont pas été si sympas que ça parce qu'on était des petits revendeurs et ils nous chargeaient, comme tu disais tout à l'heure, des collections à 10 000 balles par collection. Quand tu es petit revendeur, ça fait énorme 10 000 balles, surtout que on était multimarque. Et ça, le fait de se faire surcharger, ça nous a mis dedans. Donc pour moi, ça a été un échec. Clairement, ça a été un vrai échec. Mais t'as vécu la même scène que moi au tribunal du commerce aussi. Hein. Le mec, hein, lui, il devait se régaler quand il devait voir des mecs qui clôturaient leur société. Et il devait prendre plaisir à les enterrer plus bas que terre. Oui, alors déjà, j'étais prévenue par toi que tu étais passé, je crois, 1 an avant moi devant... un peu plus. Ou 2 ans, je sais pas. Plus, c'était genre, peut-être 2-3 ans peut-être. Et je me suis dit, de toute façon, je vais utiliser ma carte Joker si jamais ils sont méchants avec moi, parce que c'est pas sympa ce que j'étais en train de vivre à côté de ça, c'est-à-dire la maladie. Donc je me suis dit, s'ils commencent à s'acharner sur moi, je vais les recadrer direct et puis je vais leur dire, mais quand vous avez ça, vous pensez que c'est une bonne idée de continuer à se battre pour faire tourner une entreprise. Il n'y a pas des priorités dans la vie. Donc j'avais tout prévu. Hein. Est-ce que tu voudrais parler d'un autre échec ? Je voulais enchaîner sur, toujours pareil, sur la société, sur MX Store, sur le site de vente en ligne qu'on avait. Un autre truc que j'avais aussi potentiellement vécu comme un échec, mais pas le... On va dire ça c'est pas un truc que j'ai senti le jour J, ça est arrivé plus tard. On avait failli revendre le business. On était passé à 2 doigts de le revendre et du coup ça s'était pas fait et j'avais regretté de pas avoir plus tard j'avais regretté de pas avoir insisté, de pas avoir continué un peu plus tout seul et de pas avoir trouvé des partenaires, etc. Parce que je me suis retrouvé à travailler quelques années plus tard pour un site de vente en ligne de matos de surf qui se trouvait à, je sais pas, 10 minutes de là où on habitait, quoi, tu vois. Donc j'aurais fait, et il existait déjà à l'époque, quoi. Et j'aurais fait quelques recherches, j'aurais trouvé ce mec-là et j'aurais peut-être pu aller le démarcher, lui proposer quelque chose, ça aurait pu changer un truc. En fait, j'ai baissé les bras trop rapidement parce que c'était on va dire mon mode de fonctionnement de l'époque, quoi, tu vois. Bon, allez, on envoie tout en cul et puis on repart à zéro, quoi, tu vois. Et ça, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est explorer bien toutes les pistes possibles et inimaginables avant de lâcher quelque chose et de clôturer un business, parce que il y a toujours, on va dire, peut-être une solution intermédiaire à ce que vous aviez envisagé. Et un autre truc que j'ai vécu aussi, ça c'est plus la famille, on va dire, c'est quand on a clôturé encore une fois cette société-là. Et en plus c'était dur parce que quand on a clôturé cette société-là, j'ai arrêté aussi mon business de managing de moto. C'est le tour du monde, donc tout s'est arrêté en même temps. En fait, c'était vraiment une période particulière où tout ce que j'avais mis en place depuis quasiment 7 ans, 8 ans, tout se massacrait, tout se cassait la gueule d'un coup. J'étais vraiment pas dans un bon mood et dans une bonne énergie. Et puis ma mère tape à la porte. Et du coup, elle avait entendu dire que j'allais déposer le bilan ou un truc comme ça. Pour elle, c'est la honte ultime de déposer le bilan. Et du coup, elle m'a regardé et elle m'a lâché encore un échec. Voilà. Et ça avait été terrible à entendre. Et j'avais mis un moment avant de digérer ça et lui dit de repartir, quoi. C'est d'ailleurs... Je m'étais dit à ce moment-là, je privilégie ma carrière salariée, j'étais encore reparti dans le truc, faire des CV, mais j'avais envisagé mon truc de salariat comme un entrepreneur en fait à l'époque, hein, quand tu regardes bien. J'avais créé un site internet, j'avais créé un blog, je m'étais fait des CV de fou, enfin voilà, quand je passais les entretiens, j'étais en mode commercial à fond, truc qui m'allait pas du tout, mais j'avais réussi à me convaincre que j'étais dans le bon costume là, à cette époque-là.
Oui, ça a résonné assez longtemps dans ta tête, hein, le coup que c'était un échec, cette fermeture, les paroles de ta mère. Mais voilà, après, bon, moi je suis assez enthousiaste et je me dis c'est parce que ça a résonné dans sa tête que du coup ça l'a poussé à faire toutes les belles choses après. Moi j'avais envie de parler de mon premier échec. Avant enfin, on a parlé de cette société, mais moi j'ai commencé ma vie avec un échec. Et lequel? Le brevet des collèges. Bah, je l'ai pas eu. Voilà. Pour moi, ça a été. J'ai commencé comme ça, avec tous les copains qui sautaient au plafond, qui avaient eu leur brevet des collèges, et moi non. En plus, c'est vrai que je connais pas beaucoup de monde qui a loupé son brevet des collèges, hein. Non, mais c'est vrai, hein, ça reste un cas exceptionnel, tu vois, mais c'est cool parce que ça, en plus, à l'époque, je veux dire, quand tu vois que tout le monde l'a et que toi tu l'as pas, ça peut être un peu, tu vois, ça peut être un peu dur à vivre. Oui, ben après, du coup, en réfléchissant à tous les échecs que j'avais vécus, c'est rigolo parce que, bon, ben, encore une fois, moi, tous mes échecs m'ont vraiment été très utiles. Et il y a le BPGEPS à l'époque, le brevet d'éducateur sportif, des métiers de la forme. J'étais à un poil de cul de l'avoir et je l'ai raté aussi. Et tu m'as poussé pour le revalider, donc tant bien que mal j'y suis arrivée, mais encore une fois à cause de mes blessures, je ne savais pas à l'époque que c'était une maladie et non pas des blessures, mais à cause de ça j'ai effectivement raté toute la partie physique, donc ils ne pouvaient absolument pas me donner le BPGEPS. Derrière je décide de me reconvertir, de partir dans le milieu de la santé et je passe une prépa, j'obtiens tous mes concours pour entrer à l'école et en fait les portes me sont fermées. Pour moi ça a été encore un gros échec parce qu'à cette époque-là je le voyais comme ça, donc déjà que je souffrais physiquement avec ma polyarthrite. Là c'était double sanction et je l'ai vécu comme un échec de ne pas pouvoir rentrer à l'école de Puer parce que je ne pouvais pas me faire vacciner contre l'hépatite B. Donc c'est vrai que les échecs, moi j'en ai eu pas mal. Après quand on est arrivé en Corse, pareil, je voulais me lancer dans le sport santé. Sport sur ordonnance, j'étais qualifiée, tout ça, enfin, et n'ayant pas de réseau, ne connaissant personne, encore un échec, hein. Le téléphone ne sonne pas. Ça, c'est parce que c'était un peu trop tôt, hein. Tu étais un peu trop en avance sur ton temps, là, sur ce truc-là, hein. Parce que là, je pense aujourd'hui, il existe des trucs, mais après, voilà, c'est toujours pareil. Est-ce que tu te serais senti bien dans cette posture de salariat, là? Ça aurait été compliqué, je pense, hein. Oui, c'est ça, parce que j'ai eu une touche où on m'a clairement, il y a 7 ans en arrière, on m'a clairement dit, voilà, il y a quelqu'un qui développe à Ajaccio, il faut développer en Haute-Corse le sport santé, donc j'étais la première sur le poste, j'avais le bon contact et tout, et c'est vrai que j'y suis allée à reculons parce que j'avais absolument pas envie d'être fonctionnaire ou salarié, je ne sais quoi. Et oui, effectivement, j'ai pas été, mais j'aurais pu enfoncer le clou. Après, je le vis pas comme un échec, puisque ben, ça m'a permis de me lancer dans le tatou. Hein, et mon dernier... Alors, je cite mon dernier échec, c'est... T'as pas le droit de rire. Hein. Ben, j'ai pas réussi à garder mon fourgon neuf en bon état. Voilà, ça fait moins d'1 an que je l'ai. Et je l'ai massacré. Donc ça, c'est un échec pour moi. Vous remarquez que je commande pas du tout le passage là parce que... Et au final, tu vois, cet échec-là, il a été même formateur pour moi. Ça m'a appris à lâcher prise sur ce truc-là et de me dire, bon, bah, de toute façon, écoute, à un moment donné, il sera tellement abîmé, on fera marcher les assurances et on fera refaire la carrosserie et puis ça sera ok, quoi. C'est bien, tu progresses du coup. Ouais, cool. Ouais, je progresse, ouais. J'avais aussi... Après, je vais pouvoir basculer pour expliquer un peu qu'est-ce que ça a amené de positif, tout ça. Je sais pas si tu te rappelles,
Quand j'avais travaillé pour un magazine de moto, ça c'était le premier job de ma vie que j'avais eu, qui était super chouette. Et j'avais travaillé quasiment 2 ans pour ces gens-là. Et je crois que c'est une des meilleures expériences de ma vie en termes de travail, de salariat et tout. Qu'est-ce qu'on s'était éclaté à faire ça. Ouais, reconnaissance aussi. Enfin, c'était vraiment chouette. C'était vraiment un super taf. Et euh, faire un magazine à l'époque, c'était très très cher. Ça coûtait vraiment beaucoup beaucoup d'argent. Et le gars, moi, après quelques années, je me rends compte qu'il avait quand même il avait quand même des grosses couilles le mec, parce qu'il envoyait des bûches et il avait mis des sous sur la table, et c'était à coût de je sais pas combien de milliers d'euros à chaque fois pour imprimer un magazine. Mais n'empêche que ce qui est dommage, c'est qu'au bout d'1 an et demi, qu'on avait fait des efforts tous de fou pour faire un super beau magazine avec plein de belles retombées pour pouvoir attirer les annonceurs, au moment où des gros annonceurs se sont réveillés pour dire bah, c'est bon, on vous suit parce qu'on adore ce que vous faites, on adore ce que vous représentez, bah, lui il avait décidé d'arrêter et de vendre. Et à cette époque-là, moi j'avais dit non, il n'y a pas moyen, tu me dire si tu veux, mais moi je veux garder le magazine, je veux le reprendre, je veux machin. Et je m'étais entre guillemets associé avec un pote de l'époque, là, Bertrand, que je vois toujours aujourd'hui, hein, et qui à l'époque c'était un chien fou. Bertrand, il partait dans tous les sens, etc. Tu pouvais jamais l'arrêter. Et c'était l'opposé de moi, Bertrand. C'était un mec très très intelligent, école d'ingénieur, etc. Mais c'était un rouleau compresseur, c'est-à-dire qu'il était prêt à tout pour arriver à son objectif. Et il n'était pas diplomate, il n'était pas, voilà, il voyait pas le problème quand il y avait un truc un peu borderline, il voyait jamais le problème. Et j'étais toujours dans cette espèce de confrontation à devoir expliquer pourquoi j'étais pas d'accord, etc. Et à cette époque-là, j'étais pas conscient que la personne en face de moi, elle avait pas les mêmes lunettes que moi, tu vois. Moi, je voyais des choses que lui voyait pas, et ça me fatiguait de toujours devoir l'expliquer. Et j'ai fini par complètement m'écarter du projet en lui disant écoute, tu prends une direction qui ne me plaît pas, je préfère pas m'investir plus que ça là-dedans et pas pas mettre des billes là-dedans, etc. Et du coup, j'étais passé à côté de cette opportunité-là qui était super chouette, parce que on avait réussi à motiver l'imprimeur pour se relancer dans l'aventure, etc. Du coup, l'imprimeur, il a mouillé le maillot et il a perdu des sous. Voilà. Et en fait, ce que je regrette de cette époque-là, c'est de ne pas avoir mis les choses plus à plat autour d'une table avec toutes les personnes présentes, et de ne pas avoir pris plus de place à ce moment-là et de m'être laissé un peu écrasé et un peu bouffé. Tout simplement parce que j'ai pas su m'entourer des bonnes personnes. Et voilà, tout ça pour dire que... Okay. Oui, mais à cette époque-là, tu n'étais pas en capacité de trouver l'énergie de dire non, stop, ça ne me convient pas. Enfin, je pense qu'à cette époque-là, tu ne te connaissais pas comme tu te connais aujourd'hui. Tu étais jeune, hein, tu avais 24 ans. Ouais, c'est ça, 24 ans. Donc, je veux dire, aujourd'hui, tu en parles avec 20 ans de plus, forcément. C'est clair que si l'opportunité se représentait aujourd'hui, je pense, même que si je l'adore, je l'aime beaucoup et tout, je pense que je l'écarterais direct le poteau de la transaction, parce que déjà de 1, c'était moi qui avais vécu le truc de l'intérieur depuis 2 ans avec les gens présents, hein, et même que mes potes de la moto, ils étaient quand même impliqués parce que je les faisais participer à tout ça. J'aurais dû garder le lead sur ce truc-là, ou si j'étais pas capable d'avoir le lead, parce que des fois on n'est pas capable d'être leader, tu vois, moi c'est pas mon rôle favori, le leadership, hein, et ben c'était de trouver quelqu'un de plus équilibré pour arriver à mener le projet. J'avais des gens autour de moi qui auraient pu y aller, hein, dans ce truc-là, il fallait juste que j'aille les convaincre. J'ai quelqu'un en tête d'ailleurs là-dessus, hein, mais les choses ne se sont pas passées comme ça, et puis aujourd'hui, du coup, ça m'a conduit à toutes ces étapes de ma vie, elles m'ont conduit aujourd'hui à faire plus attention à ce que je fais quand je me lance dans quelque chose, et en fait à mettre tous les paramètres au vert pour dire que quand j'y vais à fond, et qu'après il n'y a plus rien qui va me faire reculer, et si jamais il y a quelque chose qui va me bloquer ou qui va m'empêcher d'avancer, et je vais pouvoir avoir la résilience de me trouver des solutions. Là en ce moment, c'est un peu la réflexion qu'on a sur les différents projets qu'on a. Tu peux en parler de tout ce qu'on met en place en ce moment. Là, on est en train
de revoir un peu la copie sur comment le magasin pourrait éventuellement fonctionner, parce qu'on sent qu'il y a un ralentissement de l'activité. Et en fait, quand l'activité ralentit, tu as deux façons de voir le truc. C'est soit le truc, ça marche plus, on va couler, ou soit il y a l'autre phase de la. Attends, tu imagines la scène? Là, de ce que tu dis, je nous imagine dans une barque et la barque est en train de couler et on se regarde et on se dit oh, on coule là. On est en train de couler. Ça coule. De toute façon, l'eau ça mouille, il n'y a rien à faire. On n'a qu'à laisser mourir là, tu vois. Voilà, alors que on peut trouver des solutions et on peut mobiliser des ressources pour arriver à surmonter ce mauvais passage. Là, par exemple, moi cette année, j'ai décidé de mettre énormément d'argent dans la publicité. Là, au bout d'un an, on va peut-être arriver à faire des choix qui sont, on va dire, plus calibrés. Mais j'ai pris un risque pendant un an. Voilà, je me suis laissé l'année pour y arriver. J'ai pas attendu 2 mois en disant oh, ça marche pas, j'arrête, je passe à autre chose. De toute façon, c'est pourri en ce moment. On peut rien faire de bien. Voilà. Et Du coup, est-ce qu'on peut associer l'échec à un risque? Et bien sûr, il y a un moment donné quand l'obstacle il s'ouvre à toi, c'est soit il te plombe tellement moralement et mentalement que tu te dis il n'y a pas d'échappatoire, je vais m'enterrer et puis je baisse les bras. Ou soit tu te retrousses les manches et tu fais appel à des choses qui te font peur, tu vois, aller demander de l'aide à quelqu'un. Il y a des gens, ça les dérange, ça. Moi, je suis un peu comme ça. Je change, mais j'étais beaucoup comme ça avant. J'étais persuadé que je pouvais tout faire tout seul, alors que tout seul, c'est incapable de tout faire. Et tu peux aller demander de l'aide aux gens, tu peux aller faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, etc. Et c'est tes obstacles, c'est tes échecs précédents qui vont te permettre de surmonter ce nouvel obstacle en allant chercher des nouvelles ressources. Ah, par exemple, tu vois, quand on a clôturé la société et que j'ai tout arrêté, là j'étais vraiment au fond du trou et je voulais plus en arriver là. Et quand je me suis relancé, je me suis dit bon, je me relance, mais pourquoi j'avais échoué la fois d'avant? J'ai échoué parce qu'il y avait ça et ça. Et la prochaine fois que ce cas de figure là va se représenter, je serai mieux armé. Et là maintenant, aujourd'hui, c'est encore un autre délire. Si j'ai des nouveaux cas de figure que je connaissais pas avant, est-ce que je serais capable de les surmonter? Des fois, j'y pense à ça, tu vois. Si j'ai un truc qui m'arrive, que j'étais pas prêt à ça, est-ce que je serais apte à réagir de manière efficace à ça? Moi, je pense que oui, parce que on a pris conscience qu'on avait des ressources internes et on sait les mobiliser aujourd'hui. Par exemple, comme disait Lolo à l'instant, on est en plein questionnement aujourd'hui à savoir qu'est-ce qu'on va faire d'Imago. Et des fois, on se projette, donc on essaye de trouver des solutions, on se projette. Donc on sort de notre zone de confort, on se dit ok, là on était bien, donc si on fait ça, est-ce que le risque c'est pas que ça soit un flop? Le choix les décisions qu'on va prendre, est-ce que vraiment est-ce que ça va payer? Oui, non, on ne sait pas, on n'a pas de réponse. Donc, qu'est-ce qu'on se dit pour garder pour garder le moral et pas s'enfoncer? On se dit, bon, ok, on a des ressources tous les deux. Si ça va pas, comment je peux me retourner? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc, on peut mettre ça, très bien. Est-ce qu'on va faire des économies? Oui, très bien. Et au fur et à mesure, quand on fait sauter tous les freins, eh bien, on se rapproche de notre objectif. Ouais, et puis après, il faut pas avoir peur de se tromper. Se tromper, c'est ok, tu vois. Voilà. Et là, je viens de voir une citation là qu'on a vue tout à l'heure qui est super chouette, quoi. Tu vois, c'est tu vois, se tromper, échouer, c'est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. C'est ça. Voilà, donc en gros, tu te trompes, mais tu recommences, c'est pas grave. Après, le truc de se tromper, c'est d'arriver à. L'expérience fait que quand tu te trompes, tu vas limiter la casse un peu plus que ce que tu aurais pu par le passé, tu vois. Voilà. Mais après, c'est pas dit, hein. Peut-être que demain, je vais mettre, j'en dirais, je sais rien, je vais mettre
200-300 000 euros sur quelque chose alors que j'avais jamais fait ça. Et alors là, attention, hein, si un jour ça m'arrive, panique à bord parce que j'ai jamais fait ça, tu vois. Ouais, ça pourrait être un truc qui pourrait me faire sentir bien, tu vois. Pas bien, mal plutôt. De mettre une somme d'argent que j'aurais emprunté à la banque et avec un gros crédit sur le dos et une grosse pression sur le dos. Et là, jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a fait, c'était à notre échelle, c'était gérable, tu vois, voilà. Voilà. Maintenant, si on passe sur l'échelle au-dessus, ouais, la panique, là, tu vois, enfin, panique. Panique sur la barque. Là, je perds le lot. Avant même que ça coule, il plonge. Et se noie. Non, mais ce genre de truc-là, je pense que je le fais si je suis bien entouré, vraiment. Là, c'est l'entourage qui va faire tout, quoi, tu vois. Si on se lance sur des projets plus gros, ça sera pas que toi et moi, ça sera forcément avec des éléments tiers et des gens qui ont un peu plus l'habitude. Et voilà, tu te jettes pas dans un océan de requins, justement avec 2 brassards et un coton-tige là. Non, ça marche pas, ça. Heureusement qu'il est là parce que moi, je suis du genre à me jeter juste avec des brassards. Hein. Pas de problème. Je me dis, au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je sais nager. Hein. On sait nager, mais il y a des gens qui nagent mieux que d'autres, il y a des gens qui nagent plus vite que d'autres et plus loin que d'autres, tu vois. Donc c'est bien de croiser des gens comme ça et au moins tu te mets dans leur sillon et hop, tu gagnes un peu du temps, quoi. Voilà, ça c'est important d'apprendre à gagner du temps et d'écouter des gens qui ont déjà échoué et qui sont déjà passés par là où tu es passé et qui vont te dire ouais, là ce que tu fais, je pense que tu devrais peut-être juste changer ça, peut-être que ça irait bien, tu vois. Mais oui, mais l'être humain, on sait très bien comme il est. Il a absolument pas prévu de faire ce qu'on lui a dit. Donc forcément, il a besoin d'expérimenter et de se tromper. Donc, trompons-nous. Oui, on peut se tromper. Après, voilà, si tu as l'opportunité d'avoir un mentor qui a de l'expérience, et généralement, ce genre de mentorat-là, je veux dire, il a de la valeur quand la personne qui te parle, tu l'admires un peu, tu vas avoir plus tendance à l'écouter. Après, c'est sûr, si tu croises quelqu'un comme ça, que tu connais pas, que tu sais pas trop qui c'est, machin et tout, et qui va te donner un conseil, alors qu'il a peut-être la solution à ton problème, hein. Mais si à tes yeux, cette personne n'a pas la légitimité nécessaire pour te donner un conseil, ce gars-là, tu vas peut-être ne pas l'écouter du tout et passer à côté d'une potentielle solution qui aurait pu t'épargner soit des euros, ou soit du temps, ou soit de l'angoisse, enfin tout ça, quoi. Donc, si on conclut l'échec, toi, comment tu le vois? Vraiment, aujourd'hui? Moi, l'échec aujourd'hui, je le vois plus comme une phase d'apprentissage. C'est un apprentissage pour être meilleur par la suite, c'est-à-dire voilà, la somme des échecs de ma vie, c'est ce que je suis aujourd'hui. Et j'estime que ce que je suis aujourd'hui, même si j'ai pas, on va dire, atteint mes objectifs de vie et tout accompli mes objectifs de vie, j'estime que la somme de mes échecs, elle m'a conduit à quelque chose de sympa là aujourd'hui. Donc ouais, il faut surtout avoir la force psychologique de transformer l'échec en quelque chose de positif. Voilà, c'est le seul truc, on va dire, utile que je pourrais dire par rapport à l'échec. C'est pas trop la mentalité française. On n'a pas la mentalité de l'échec rédempteur et reconstructeur, nous, ici. Mais honnêtement, enfin, moi, si je croise quelqu'un, j'aurai toujours un discours assez positif par rapport à l'échec. Oui, moi aussi je te rejoins. Hein. Quand j'ai cherché pour essayer d'énumérer tous mes échecs, je me disais oui, mais ok, mais là aujourd'hui, moi je vois pas l'échec comme quelque chose de négatif. Pour moi, ça m'a aidé, ça m'a appris ça. Donc on prend plusieurs échecs que j'ai eus durant ma maladie, mais ça je pense que je ferai un podcast où je raconterai un peu plus en détail. Aujourd'hui, moi la maladie, je le vois, c'est un compagnon de route. Il y a mon Lolo là, et puis il y a la maladie, et aujourd'hui je me sens portée par elle, et grâce à elle j'ai fait des choses extraordinaires. Donc moi vraiment, je vous encourage à vous tromper et surtout à accepter de vous tromper. Et si le bénéfice de l'échec, vous ne l'avez pas de suite, c'est normal.
des fois on peut récupérer tout le bénéfice des années après en fait. Et c'est quoi la différence? C'est le temps qui passe, toi tu évolues, et du coup ta vision des choses évolue aussi, et comme on disait en intro, c'est peut-être à une période de ta vie où tu vas voir les choses noires, et finalement tu vas tout voir en noir. Et à un moment donné, tu vas comprendre que cette expérience négative que tu vis, finalement, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Comme disait Lolo, c'est un apprentissage en fait. Et je veux dire, avant de marcher, un enfant tombe. Devinez combien de fois tombe un enfant? Tu sais toi? Je me souviens plus. Je sais que c'est beaucoup, mais je me souviens plus. C'est énorme. C'est énorme. Et finalement, tous les enfants, ils finissent par marcher. Et ça, c'est le plus bel exemple qu'on peut donner. Et ben je crois qu'on va s'arrêter là-dessus, hein. C'est super. Bon, et j'espère que tous ces exemples d'échecs vont pouvoir vous motiver à aller de l'avant. Et, on vous souhaite une bonne semaine et on espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et encore une fois, bonne semaine à vous et plein de bonnes choses pour vous. Oui, suivez-nous un peu partout et regardez. D'ici peu, il y aura sûrement un échec. Mais il sera formateur celui-là aussi. Allez, sur ce, à la semaine prochaine.